Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, la radio associative de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont reconnu le générique en fond musical. C'est le générique de Super Mario Bros sur Nintendo. Puisqu'aujourd'hui nous allons parler des mascottes des jeux vidéo, de leur création, de leur histoire, de leur évolution, de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Si je vous parle de Mario, je suis sûr que vous visualisez tout de suite le personnage, puisque Mario est à Nintendo ce que Mickey est à Disney. Et donc pour parler de cette histoire des mascottes des jeux vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir l'association Nemco Show, qui est une association de sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Alors bonjour Hervé. Bonjour. Et bonjour Guillaume. Bonjour. Donc je viens d'évoquer Mario, mais avant Mario, il y a eu une première véritable mascotte des jeux vidéo. C'est laquelle ? Alors la première mascotte du jeu vidéo, finalement tout le monde la connaît un peu, c'est Pac-Man, la petite boule jaune dans le labyrinthe, là, poursuivie par les fantômes. Et d'ailleurs, il y a tout de suite une anecdote au sujet de Pac-Man, c'est qu'au départ, son nom, c'est pas du tout Pac-Man, c'est Puckman. Puckman, donc P-U-C-K-M-A-N. Et l'anecdote veut que des étudiants, en fait, aux États-Unis, s'amusaient à gratter le P de Puckman pour en faire un F sur les bandes d'arcade. Et on vous laisse en fait deviner ce que ça donnait comme nom. Voilà. Pour les anglophones, on aura vite compris. Donc ça les amusait beaucoup. Et du coup, évidemment, quand ils sont aperçus de ça, ils se disent il faut absolument qu'on change le nom de cette mascotte et qu'on l'appelle du coup Pac-Man. Voilà. Et puis pour la petite histoire, on va dire la légende urbaine veut que la forme de Pac-Man ait été pensée et du coup réalisée à partir d'une pizza à laquelle on avait prélevé une part. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les créateurs de Pac-Man étaient autour d'une pizza, évidemment, voilà. Et puis une part était prélevée, et c'est vrai que quand on regarde une pizza et qu'on en prélève une part, ça fait un Pac-Man. Ça pourrait marcher avec un camembert chez nous, mais enfin pas trop fait. On dit ça parce qu'on vient de Normandie, mais avec un camembert pas trop fait, ça pourrait faire. Sinon, si ça se met à couler, on ne devine plus la forme. Enfin, Pac-Man. D'ailleurs, on a amené, parce qu'il mange tout le temps, Pac-Man. On l'a montré à la caméra. Alors, voilà. vas-y, je vais Là, te je te montrer. le passe. Ça, c'est une boîte. C'est une boîte de goûter Pac-Man et qui vient quand même de Nashville. Hein. Donc on fait pas que du rock'n'roll à Nashville, on fait aussi des bouteilles thermos pour les gamins. Donc là, tu peux mettre du thé, tout ce que tu veux. Ouais, on met ce qu'on veut, voilà. Hein. Attends, je vais voir. Voilà. Donc on met pas de boisson énergétique spécialement, hein, pourtant Pac-Man. Voilà. Et c'est en quelle année ça, Pac-Man ? C'est juste avant les années 80, donc c'est vraiment dans les débuts quand même du jeu vidéo commercial, on va dire. C'est une vraie bonne idée. Et d'ailleurs, il y a une histoire au niveau de Pac-Man, c'est que le jeu a été, on va dire entre guillemets piraté, mais amélioré par des fans de Pac-Man. Ils en ont fait vraiment une version améliorée de Pac-Man. C'était des étudiants en fait. Voilà. Ils avaient fait du coup Miss Pac-Man. Grosso modo, et je me souviens. Oui. Et Miss Pac-Man est un Pac-Man bien amélioré, et du coup qui était une version finalement non officielle. Et la version est tellement bonne qu'elle a été officialisée par les Japonais en disant mais ce jeu finalement il est un peu mieux que le nôtre. On va en faire une évolution de notre jeu, on va faire Miss Pac-Man. Et on avait fait une blague pourrie d'ailleurs dans l'émission de Marcus sur Game One dans le débat où on disait finalement le Pac-Man c'est le seul héros dont la femme a une tête de nœud. Oui. Voilà, parce que c'est un Pac-Man avec un nœud dans les cheveux. Juste pour les différencier. Cheveux qu'elle n'a pas d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, hein, c'est comme Pac-Man au début, il n'a pas ni bras ni jambes. Ah non, il n'a pas de chocolat. Il n'a jamais de chocolat. Donc, pas de chocolat. Il mange plein de choses. Hein. C'est le premier, et c'est le premier héros dopé finalement. Tant qu'il mange pas sa Pac-Gomme, il se passe rien, il est poursuivi. Voilà. Et c'était quel éditeur, Pac-Man ? Namco. Enfin, bon, t'as eu Namco, Nemco Show. Je pense qu'il y a un petit rapport. Ça vient de là. Mais on le saura plus tard. Ça, voilà. Oui. On expliquera l'anecdote une autre fois. L'anecdote, oui, absolument. Oui. Mais Pac-Man, quand même, qui est, comme toutes les mascottes de cette époque-là, qui a marqué les esprits et qui est issu d'un très bon jeu, a perduré dans le temps. Puisqu'on est allé jusqu'à la Xbox 360 et PS3 avec une version de Pac-Man qui est juste extraordinaire. Et là, elle ressort sur Switch, hein, j'ai vu. Ah oui, c'est vrai. Il y a une nouvelle édition qui va sortir sur Switch. Comme quoi les mascottes qui ont marqué les esprits marquent le temps et restent et traversent le temps sans prendre une ride. Bon, c'est facile, Pac-Man il est entièrement rond, il ne peut pas être ridé. Voilà. Mais c'est un peu comme nous. Alors qu'il a commencé pixelisé, au final, un rond fait en pixels, c'est pas évident. C'était ce qui allait être plus dur. Voilà, c'est ça. C'était ce qui allait être plus dur finalement. Puisque
au final, quel était, comment dire, l'engouement qu'il y a eu autour de Pac-Man, puisque c'était d'abord dans les bornes d'arcade. Enfin, Ouais, c'est ça, c'était c'est dans ça, les salles d'arcade, Ouais, c'était les pas salles sur les d'arcade, consoles au départ. Tu mettais une pièce et tu jouais en fonction de ton niveau, Il, une minute ou il est une arrivé sur seconde, console, il est arrivé sur console de salon assez rapidement, puisque le succès de l'arcade faisant que, puisque l'Atari 2600 est sorti en 79. À l'époque, l'Atari 2600 a eu une version de Pac-Man qui était très mauvaise en plus. Très très mauvaise. Oui. Ouais. Alors que la version non officielle sortie à l'époque en Europe sur Vidéopack, qui s'appelait Glouton et Vorace, est extraordinaire. Elle est fluide, elle a un effet de lens flare assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voit la traînée de son Pac-Man à l'écran, et l'intelligence des gloutons, donc à la place des fantômes, c'est des gloutons. Enfin des voraces, pardon. Et il y a même des éditions des phases du jeu où chaque fois que Pac-Man se déplace, ça efface le labyrinthe. D'accord. Et donc il faut vraiment se rappeler, il faut stopper son Pac-Man au risque de se faire rattraper pour revoir le tracé du labyrinthe. Et il y avait des tas de versions comme ça dans le même jeu. Et un très très bon jeu, quoi. Une très bonne version de Pac-Man, pour le coup non officielle. Et puis, qui dit mascotte dit marketing. On a vu tout à l'heure. C'est le côté américain. Là, voilà, hein, là c'était. Il y a même eu un dessin animé Oui. Pac-Man, qu'on a vu en France. Avec un générique chanté par William Lémergie. Exactement. Alors, un extrait, non? Tu peux le faire a cappella ou... Comme un ballon, et le jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man. Voilà. Si jamais il reneige, ces jours-ci, le temps s'assombrit. On sait pourquoi. Le temps s'assombrit, regarde pas la fenêtre, ça vire mauvais. Et est-ce qu'en Europe, il y a eu le même engouement qu'aux États-Unis pour cette première mascotte? Absolument, absolument. C'est Pac-Man, vraiment, grâce à l'arrivée aussi du jeu sur console de salon, il a connu un succès faramineux. C'est le jeu de l'époque, quoi. Voilà. Même maintenant, Puis finalement, c'est un jeu qui se prend assez rapidement en main. Tu as juste un joystick et tu as juste le fait de ramasser tous les points qui sont sur le labyrinthe. Et après, c'est juste du scoring. Et au final, les joueurs, ils vont pas apprendre ils vont prendre en main Pac-Man, mais ça va être plus le score qui va être le plus important. Après, avancer dans les niveaux, bon, voilà, il n'y a pas trop de difficultés. On obtient des bonus, voilà, des petits fruits et tout, parce que c'est côté bio. Et je dénonce Thomas Dutronc qui est très très fort à Pac-Man. Ouais, il n'y avait pas joué pendant des années, il nous a fait une petite démo, genre avec une main dans la poche, et tranquille, et il enchaînait comme ça les labyrinthes, et sans se faire avoir une seule fois, quoi. Ouais. Il attendait, il patientait même pour avoir la cerise ou le truc, pour avoir le bonus, pour marquer plus de points. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Pac-Man, je vous invite à aller sur internet, parce qu'il y a pas mal de sites où on peut retrouver le jeu d'origine, où on peut jouer en ligne. Même sur le moteur de recherche, là tu peux. Même Google l'a mis une fois. Ouais. Oui, il l'avait mis pour un anniversaire, effectivement. Absolument. Mais tu pouvais rejouer. Tu peux y jouer, c'était je crois qu'il y a juste à taper Pac-Man Google. Et on peut y jouer. Et on peut y jouer. Et en fait, tout est connecté. En fait, toutes les personnes qui veulent y jouer peuvent se rencontrer dans le jeu. Bon, après, c'est un Pac-Man. Hein, on va pas se dire des hello, comment ça va. Non, pas le temps. Mais voilà, au final, c'est un super bon jeu. Et, c'est le premier survival horror de l'histoire, finalement. Exactement. Il voit des fantômes partout. Je vois des morts partout. Je vois des morts partout. Ouais, c'est ça. Et donc, dans un deuxième temps, on va parler de Mario. Ça sera après la première pause musicale. Ah oui. Alors, vu qu'à chaque fois, c'est l'invité qui amène un CD et qui nous explique son choix. Je sors mon anti-sèche. Voilà, sors ton anti-sèche pour nous dire... Alors déjà, quel CD on va écouter aujourd'hui? Alors, un CD des Daft Punk. Et donc, le premier morceau qu'on va écouter, en anglais, s'il te plaît. Oh merde, disons, bon, pardon. C'est Fragments of Time. Tout de suite, sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. Nous sommes en compagnie de l'association Nemco Show, c'est Antoine au micro pour l'émission 1 heure ensemble et nous parlons des mascottes des jeux vidéo et de leur histoire. Alors, juste avant la coupure musicale, on parlait de Pac-Man et là, on en vient à parler de Mario, le plus connu, non. finalement. Non. Quoi, Mario, non. Bon, on va en parler. Non, alors. non. C'est Jumpman au début. Voilà, alors... Justement, voilà. Il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Dans quel jeu? Alors, il est apparu sur le jeu Donkey Kong
Voilà, où ça reprend Oui, un thème un peu américain. Quoi, tu veux dire le gorille qui enlève une jeune femme et qui monte tout en haut d'un gratte-ciel américain? Ça me rappelle un film, mais je ne sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas, ouais. voilà. Peut-être bien. C'est le problème des Japonais, ils n'ont pas trop d'imagination. Et donc au départ, c'était le petit personnage qui courait, qui sautait au-dessus des barils. Qui était menuisier au départ. Ah, donc, comme il est menuisier, il travaille sur un gratte-ciel qui est fait avec des poutrelles métalliques et du verre. Oui, logique. Il est menuisier. Voilà, c'est normal. logique. Voilà. Hein, donc, il doit se débrouiller, il doit aller sauver, pas la princesse Peach, parce qu'elle est même pas princesse, là, pour princesse Peach, c'est pas de la noblesse d'épée, mais Pauline. C'est Pauline. Pauline qu'on retrouve dans le dernier Mario. D'accord. Ouais, c'est elle qui chante, en fait. Et qui est mère de la ville dans Mario Odyssey. D'accord. Voilà, c'est Pauline, c'est elle. Et alors, au début, donc, il s'appelait Jumpman. Oui. Il n'avait pas encore de frère à l'époque. C'est venu après, ça. Oui. C'est venu avec le jeu Mario Bros qui est sorti en arcade. Et en fait, ne pas confondre avec Super Mario Bros, qui est le jeu sur Nintendo, celui qu'on connaît. Absolument. Il y avait Mario Bros avant, qui était un jeu où en borne d'arcade, où il y avait. Là, on a commencé à parler de plombier, puisque demain il y avait des tuyaux. Exactement. Ouais. Et on avait des ennemis qui arrivaient d'en haut vers en bas. En il fait, fallait Mario, les assommer. Il a un peu traversé la crise. C'est-à-dire qu'il a commencé entre charpentier et plombier. Oui. Et après, il est techniquement, dans la notice du jeu Super Mario Bros, jardinier. Il est jardinier. Voilà. C'est pour ça que tu as des plantes carnivores qui sortent des tuyaux. Et en fait, c'est des petits pots en fait, de plantes. Il s'est recyclé. Il sait tout faire. Mais il a fait des stages, on ne sait pas. Il sait tout faire. C'est extraordinaire. Il est allé à Pôle emploi, il dit ouais, j'ai pas de taf. Voilà. Donc c'est ça. Donc, ils l'ont recyclé. Et d'ailleurs, en plus, on parle de Jumpman qui est devenu Mario et autres, mais au départ, dans le jeu où il est finalement la star, au détriment du gorille finalement, c'est pas du tout ces personnages-là qui doivent être présents dans le jeu. Ah oui, c'est une licence célèbre, c'est des personnages célèbres, et Nintendo perd la licence à l'époque pour exploiter l'image de ces personnages-là. C'était Popeye théoriquement. C'était le jeu Popeye. Popeye devait aller sauver Olive des griffes du méchant Brutus, qui s'appelait même Blutos à l'époque. D'accord. Voilà. Et du coup, ah zut, on n'a plus la licence. Ah bon, comment qu'est-ce qu'on met? Je sais pas, il y a un immeuble. Mets un singe. Ah, d'accord, ok. Et il enlève toujours une jeune fille. Oui, je sais pas, tu mets une jeune fille, voilà, mais c'est pas Olive, d'accord. Et qui va la sauver? Un ouvrier, voilà, et c'est ça. Et le singe qui s'appelle Donkey Kong en référence à King Kong. Voilà. Donkey qui veut dire âne. Un âne en anglais. Mais les Japonais parlent très mal anglais. Voilà, donc pourquoi pas. Ouais. Voilà, un âne, comment on dit déjà un singe en anglais? Donkey. Ok, on note. Voilà, très bien. Hop, c'est fait, c'est fait. Et c'est resté. Et c'est resté, sauf que depuis, ils lui ont mis une cravate. Voilà. Et il est devenu un gentil maintenant. Oui. À l'époque, c'était le grand méchant, il est devenu un gentil. C'est vrai. Une des autres grandes mascottes de Nintendo. Et alors Mario, donc, tu disais Guillaume qu'il y a eu Mario Bros. Oui. Mario Bros, je le rappelle, Bros comme Brothers, puisque ils sont frères. Oui, donc il y a Luigi, son frère. Ouais. Alors, techniquement, Luigi, c'est juste pour le joueur 2. Parce que Miyamoto a dit ce serait bien de jouer à 2. Bon, il a mis le même personnage. Parce qu'à l'époque, au niveau technique, en bande d'arcade, c'est pas très puissant, quoi. Donc, il a repris le même personnage et il l'a mis en vert, pour se différencier. Ah oui. Et à savoir que Miyamoto s'était pris, pour exemple, Just, un autre jeu où on utilisait des autruches. Voilà, on était sur des dos d'autruches. Et en fait, c'était une sorte de... il y avait un niveau avec plusieurs plateformes, et en fait, il fallait sauter sur les ennemis pour les tuer. Voilà. C'était le score. Il suffisait d'être au-dessus d'eux et de leur taper au-dessus de la tête pour scorer. Et c'est pour ça que Mario saute sur les personnages pour les éliminer. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Mario, au niveau de son accoutrement, tu me disais que c'est pas par hasard qu'il a une casquette et une moustache. Non, parce qu'en fait, c'est très difficile pour la technique de l'époque de dessiner une bouche. Une bouche, c'est fin, c'est petit, ça peut s'ouvrir, se fermer. Il lui a mis une grosse moustache, comme ça, il n'y a rien à animer. Et pour ne pas animer les cheveux, alors ça aurait été, comme il y a une caméra, moi, il n'y aurait pas eu de difficulté pour l'époque, mais avec Mario, il y en a. Du coup, on lui a mis une casquette pour éviter de faire remuer les cheveux quand il saute et qu'il court. Voilà. Et depuis, les consoles sont très puissantes, mais on a gardé cette image de Mario comme parce que ça a marqué les gens à l'époque et il n'y a pas de raison de le changer. C'est comme pour Mickey, quoi. Au final, Mickey, tout le monde le connaît, tout le monde pourrait dessiner. On a juste inversé la couleur de la cote de sa salopette, on a inversé la couleur.
C'est-à-dire c'est-à-dire en principe il y a rouge et bleu, et puis là il y a maintenant c'est la cote qui est bleue avec le maillot rouge. À l'époque c'était inverse, c'était la cote rouge avec un maillot de l'autre couleur. Et donc au final, on sait pas pourquoi. La moustache et la casquette, c'est par simplicité technique. C'est des contraintes techniques. Quand tu sautes, tu as les mouvements des cheveux et puis tu fais des petits bruits. Et normalement, il fait wing, mais bon, il pourrait faire wouhou comme il le fait dans la nouvelle version. Et pour Miyamoto, le gameplay c'est très important. Donc faut pas que ça ralentisse. Donc ça c'était une bonne solution pour que ça ne ralentisse pas le jeu et que le gameplay soit parfait. C'est ne pas ajouter encore des animations. Donc mais tout en faisant un personnage crédible et sympa à regarder. Voilà. Et après le nom de Mario, lui, vient en fait d'un Italien qui était propriétaire du terrain où se trouvaient les entrepôts de Nintendo of America, qui s'appelait Mario Segali. C'est quand même marrant que dans son nom de famille il y ait Sega. Oui, Sega. Donc Mario Segali, qui était un Italien d'origine installé aux États-Unis, propriétaire du terrain des entrepôts de Nintendo of America. Et le nom de famille de Mario, tout le monde sait qu'on s'appelle Mario. Mais... Moi je sais. Tu sais parce que tu as vu la conférence. Voilà. Mais il s'appelle Mario. Exactement. Parce que c'est les Mario Brothers. Les frères Mario. Les frères Mario. Donc Mario, Luigi Mario. Et voilà. Exactement. Et ça, Miyamoto l'a découvert par un journaliste il y a 4 ou 5 ans de ça. Et je crois qu'il a dit un mot en japonais. Il a dû dire merde dans le japonais. En japonais. Voilà, c'est-à-dire, ça fait so. Voilà. Il était très fâché. Il n'y avait pas pensé avant. Non. Non, non. Les frères Mario. Bah oui, alors il s'appelle Mario et Luigi Mario, puisque c'est les frères Mario. C'est leur nom de famille. Il était très déçu. Ça casse le mythe. Bah ouais. Absolument. Et il y a eu pas mal d'autres mascottes autour de Mario, puisqu'aujourd'hui, on voit Yoshi, Todd. Ah oui, on a parlé de son frère, évidemment, Luigi. Et ce qui est important chez Nintendo, c'est tout ça. C'est-à-dire que Donkey Kong est resté avec son nom, Donkey Kong, finalement. Mais il a son propre jeu. Luigi a son propre jeu. La princesse Peach aussi. Toad. Le bonhomme à la tête de champignon, voilà, il a son jeu qui est en plus très sympa d'ailleurs, Captain Toad là, qu'on revoit aussi dans le dernier Mario, on le voit ce personnage-là. Et c'est la force de Nintendo, qui est une entreprise familiale au départ, qui date quand même un peu, 1889, ça date comme entreprise. Ils faisaient des jeux de cartes à l'époque, et ils font toujours d'ailleurs. Ils ont fait plein de trucs. Toujours commander des jeux de cartes au Japon. Ils ont fait plein de trucs Nintendo. Ils ont fait des nouilles Halo aussi. Et des Love Hotel. Alors on n'expliquera pas ce que c'est que des Love Hotel, c'est comme pour l'anecdote avec Pac-Man. On laissera les anglophones deviner. Mais au Japon, le Love Hotel, c'est pas comme si nous, c'était ce qu'on imagine chez nous. C'est différent là-bas. Ce qu'on pouvait imaginer chez nous. On n'imagine plus rien maintenant, il n'y a plus rien. Et donc, ce que tu disais, c'est que Nintendo est une entreprise familiale, et au final, ça se ressent dans leur façon de développer leur mascotte, puisqu'aujourd'hui, c'est une véritable famille autour de Mario. Et absolument. Et on pense vraiment que ces personnages de Nintendo font partie de cette famille créatrice de Nintendo, et c'est vrai que c'est une vraie famille, quoi. Et tous les jeux de chacune de ces mascottes, c'est un jeu soigné, parfaitement jouable, un jeu intéressant. Il n'y a pas de bâclage pour dire il faut d'autres personnages en plus que Mario. Non, c'est vraiment un entourage, et c'est la force, à mon avis, de ce qui fait que Nintendo, on le verra à la fin, mais que Nintendo domine finalement maintenant les mascottes en termes jeux vidéo. Il y a les mascottes de Nintendo et il y a les autres. Et il a été fait en... Combien il y a eu de jeux autour de Mario? Il y en a eu des dizaines. Il y en a au moins 1 ou 2 par console, facile. Et puis après, tu as toutes les dérivés. Tu as le Smash Bros, tu as Mario Kart, tu as Mario Tennis, Mario Golf, Mario Party, Mario Foot. Il est très bon en plus. Très bon. Excellent jeu. Sur GameCube et la Wii. Là, on attend une version Switch, peut-être. On ne sait pas. Mais à chaque fois qu'on pose des questions chez Nintendo, on nous répond qu'on ne voit pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. C'est la réponse de Nintendo. C'est la référence. Spéciale dédicace à notre ami de chez Nintendo. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais Mario, quand même, tu vois? Non, je vois pas. Je sais pas ce que c'est. D'accord, très bien. Ils sont très secrets. Depuis combien de temps alors? Parce que Mario, c'est Jumpman à l'origine. Ah oui. Alors si on remonte à Jumpman, là, on remonte à Donkey Kong sur arcade. Alors là, on remonte vraiment au début des années 80. Donc c'est-à-dire, mais comme je dis, c'est comme nous, il n'a pas pris une ride. Mais bon, lui, il n'a pas perdu de cheveux. Mais on ne sait pas, sous la casquette peut-être. Regarde Toad. Dans le dernier Odyssey, il retire sa casquette et il a des cheveux, tu vois. Et il a même c'est peut-être un postiche. Houppette, tu vois. Et au niveau des autres personnages, Donald Trump.
C'est un truc. Pardon, je ne saute plus. Il y a eu les dinosaures, il y a eu Yoshi. Ah, qui est Yoshi. apparu, Oui, Yoshi, qui a eu ses propres jeux. Donc, Oui. l'histoire de Yoshi, est-ce que en quelques mots, tu sais un petit peu Ah, Yoshi, oui, Yoshi, il se demandait si c'était dragon ou dinosaure. Bon, il n'a pas d'aile. Voilà, c'est dragon, dinosaure donc, pas dragon. Mais oui, il y avait une dame, voilà, qui travaillait chez Nintendo depuis très longtemps, qui s'appelait Yoshika, je crois, Yoshika, c'est voilà. ça. Et puis elle avait un faciès un peu particulier. Et elle a payé toutes ces années chez Nintendo. Elle était un peu voûtée à la fin. Et du coup, il la voyait passer dans les couloirs et elle a su après sa retraite, après son pot de départ, que Yoshi venait de son prénom Yoshika, voilà, et parce qu'il lui ressemblait un peu. Donc une tête bizarre et voûtée, et ça lui a valu une des mascottes les plus célèbres au monde. Un petit peu, ouais. Je sais pas comment je le prendrais, moi. Mais... Je sais pas. Ouais, non, mais je sais pas si elle a demandé des royalties, ça aurait été pas mal pour elle. Mais je sais pas si elle avale des fruits comme Yoshi. Oui, elle crache du jus. Et à un moment, il y a eu, ils ont voulu faire le côté obscur de Mario. Donc ils ont retourné la lettre M, ils ont fait Wario. Absolument. Ouais. Ils ont fait un premier jeu, je crois que c'était sur Game Boy à l'époque. Très bon. C'était Wario Land. C'était le boss. Très bon jeu, très dur. Excellent jeu, et c'était le boss dans Super Mario Land 2, je crois. C'était dans le monde. Absolument. Et même en faisant ça, ils ont fait un bon personnage. Et qui est présent aussi dans les Mario Kart, voilà, dans les Smash Bros, Wario et Waluigi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage a ses capacités techniques. C'est-à-dire que, comme Wario, là, on parle, en fait, il peut se faire écraser, il a différents aspects techniques qui sont facile à prendre en main par rapport au gameplay, et du coup chaque personnage a son identité, et c'est ça qui est marrant avec Nintendo. C'est comme Luigi qui est au départ, c'est juste son frère, voilà, et après quand même. Et après il est un peu plus grand, parce que tu disais tout à l'heure qu'au départ c'était exactement juste on changeait la couleur, alors que maintenant on l'a fait un peu plus grand, un peu plus élancé que son frère, et donc ça fait qu'il a des pouvoirs un petit peu différents dans les autres jeux. Et puis, mais le petit gros est plus fort. Et puis surtout, c'est l'effet japonais en disant ça aurait été bien de sortir une bonne licence avec notre personnage, mais on n'a pas trop d'idées. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il y a Ghostbusters. C'est pas mal, on capture des fantômes et tout ça, machin. Voilà. On va faire quoi? On va envoyer Luigi qui a totalement la frousse des fantômes et du côté obscur. Ah oui, j'ai envoyé le plus trouillard. Le plus trouillard dans un manoir. Et du coup, au final, il arrive avec un espèce d'aspirateur où il aspire des fantômes avec voilà, cet effet cartooné. Luigi Maniac Mansion. Non, c'est Luigi Mansion. Luigi Mansion, le premier. Voilà, et qui est ressorti, donc qui est sorti à l'origine sur GameCube, et après il a eu 10 ans après le deuxième sur 3DS, donc très bon console portable. Donc très bon. C'est très marrant. Donc en résumé, ce qui est extraordinaire avec Nintendo, c'est que au-delà du côté marketing, chaque personnage a été vraiment très bien exploité, a vraiment une histoire à part entière, a ses jeux à lui, ses capacités à lui, et chaque personnage est extrêmement bien travaillé. Donc c'est pas juste du marketing. Ah non. Et puis je reprendrai ce qu'avait dit Yves Guillemot. En parlant avec Monsieur Iwata là, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans déjà, et en fait c'était donc Yves Guillemot, président de Ubisoft, donc éditeur français 3e mondial, qui a demandé à Monsieur Iwata en disant comment vous arrivez à faire des jeux aussi intéressants? Ah oui, il lui a demandé sa recette, la recette c'est quoi la recette miracle de Nintendo? Puis là t'as Iwata qui a répondu on fait des jeux vidéo quoi. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire du business, on n'est pas là pour on n'est pas là pour ramener des millions d'euros ou de yens plutôt au Japon. Ce qu'ils veulent faire au départ, c'est un bon jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Après, est-ce qu'il va se vendre, combien on va en vendre? Non, on veut faire un bon jeu vidéo déjà. Ça devient un jeu star parce que c'est un bon jeu à la base. Oui. Et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire le gros blockbuster, on cherche à développer des bons jeux. Et juste avant la deuxième pause musicale, je vais montrer à l'écran, tu m'as ramené une pièce de collection extraordinaire. Ah oui, absolument. C'est que tu m'as ramené le jeu Super Mario Bros dont on parlait tout à l'heure sur Famicom, donc la version japonaise de la Nintendo. Je vais le montrer à la caméra. La toute première. Ça c'est le jeu, voilà. Et derrière... Voilà.
Donc il on est a dédicacé par Miyamoto. Miyamoto est le designer du Super Mario Bros. Voilà. C'est quoi. Donc superbe belle pièce de collection. Oui, celle-là, quand on la met en vitrine, on l'avait mis en Suisse la dernière fois en vitrine. Ouais. Parce que si on dit en Suisse, c'est hyper sécurisé, ils vont la mettre dans un coffre-fort. Et en fait, tout le monde voulait la prendre en main, tout le monde voulait qu'on ouvre la vitrine, ils voulaient la toucher. Quoi. Mais, pas qu'avec ça, tu ouvres un compte, tu sais là-bas. Oui, tu arrives avec ça, tu ouvres un compte. C'est ton lingot d'or du Namco-Show. Non, on est content de l'avoir. Quoi. Et juste après la deuxième pause musicale, on va parler du concurrent le plus célèbre, Sega. Enfin, plus célèbre à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus vraiment, maintenant, Sega. c'est un peu... voilà. La deuxième pause musicale, je te laisse annoncer le titre. Alors, sors ton accent anglais magnifique. Non, elle est facile, là, c'est toujours les Daft Punk, évidemment, et c'est Within. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. Pour situer la radio, nous sommes au rez-de-chaussée, juste à côté du magasin Relais. Vous allez suivre le couloir, il y a des petites affiches, c'est fléché. On a notre studio ici, si jamais vous voulez passer nous dire bonjour, avec grand plaisir. Alors, nous sommes toujours avec l'association Namco-Show et nous parlons des mascottes des jeux vidéo. Et nous parlions avant de Mario. Ouais. Et maintenant, nous allons parler de la concurrence, puisque... le grand concurrent historique, surtout à l'époque, Sega, a aussi sa mascotte, qui Absolument. est Sonic. Qui est arrivé tard. Ah oui, qui arrive tard, oui. Qui arrive tard, Sonic. Dans les années 90. Ouais. Puisque là, Mario, rappelons-le. Mario, c'est les années 80. 85, je crois, le Super Mario Bros sur Famicom. Il y a la cartouche, donc j'ai regardé la date sur la cartouche, c'est pour ça que je triche. Et pour la petite anecdote, on va venir sur Sonic, mais au départ... Sega, quand ils ont voulu mettre un concurrent, ils n'ont pas mis Sonic au départ. Ah non, ils ont mis Alex Kidd. Oui. Alors c'est qui Alex Kidd? C'est un petit personnage qui a une particularité en fait, c'est qu'il affronte les boss de fin de niveau à Shifumi. Donc le fameux jeu pierre-feuille-ciseaux là. Hein. Voilà. Et donc heureusement parce que l'ennemi est beaucoup plus grand que lui à l'écran et il affronte tous les boss de fin de niveau à Shifumi. Voilà. Donc autant dire que comme c'est la console... Et la première fois, c'est assez bizarre parce que du coup, on affronte les ennemis à coups de poing. Donc, il a un point qui augmente quand on le tape, quand on l'utilise, pardon. Voilà. Et là, on voit un gros boss arriver. On se dit, comment on va faire? On va perdre notre vie et tout. Et au final, non, Shifumi. Et il y a un guillemet d'ailleurs pour une version européenne et américaine et la version japonaise du jeu. C'est qu'entre chaque niveau, on voit le petit personnage d'Alex Kidd en train de manger. Et dans les versions américaines et européennes, il mange un hamburger. Hamburger qui est allemand au départ, hein, la ville de Lambourg, voilà. Et sur le jeu japonais, il mange les onigiri. Qui sont les petits beignets. C'est les petits triangles de riz là, avec une algue un peu, et dedans il y a du thon, enfin il y a du poisson, tout ça. Et il a été célèbre, puisque moi je me souviens, il était inclus dans la Sega Master System. Absolument. Sega Master System qui était la concurrente de la Nintendo, donc de la première NES. La NES était fournie avec Mario. Non. Avec Mario et Duck Hunt. Mario, la cartouche Mario Duck Hunt. La cartouche. Mais elle n'embarquait pas de jeu intégré par contre. Non. Et Sega, lui, particularité, c'est qu'il y avait les jeux intégrés, donc il n'y avait pas la cartouche, on allumait la console sans cartouche, il y avait le jeu. Oui. Et donc moi j'ai des souvenirs d'Alex Kidd, parce que moi j'avais commencé plutôt avec Sega que Nintendo. Tu as eu la deuxième version tu as eu la première Master System, mais la deuxième version arrivée sur le marché, elle avait la même forme que la première, mais elle n'embarquait pas le même jeu. La première embarquait un jeu avec un labyrinthe et un escargot dedans. Le jeu de l'escargot. Voilà. Moi j'avais cette version-là parce que je suis beaucoup plus vieux que toi. Voilà, donc j'avais la Master System avec l'escargot dedans, qui est plus rare. Et au final, Alex Kidd, alors pour moi, Alex Kidd, c'est mon premier héros avant Mario. Ah, moi je l'adore. Parce que Sega, pareil, en fait, hein. À l'époque, la guerre de Sega, c'était Sega, c'est plus fort que toi. Il y avait un côté plus, on va dire, ado, adulte, là où Nintendo était très familial, mais ça, pour à la limite faire une émission complète là-dessus. Et donc, Alex Kidd, il a pas perduré au final, il a fait que quelques années, que quelques jeux. Et c'est très bon jeu en plus, hein. Pas évident, mais très très bon jeu de plateforme, Alex Kidd. Et c'est vrai que quand Sega sort sa Mega Drive, qui est une console finalement 16 bits par rapport à la NES, qui est une 8, et le Master System qui est une 8, donc beaucoup plus puissante. Et l'image de marque de cette console, justement, c'est d'être Sega, c'est plus fort que toi, tu l'as dit, Antoine. Et il faut quelque chose de très rapide, qui montre la puissance de la machine.
Et ils vont plancher sur l'idée d'une mascotte, dont on en a amené une tout à fait ridicule en peluche. On a amené une peluche. Alors, tu vas la mettre contre le micro et tu vas appuyer dessus. Normalement, t'appuies sur son ventre. Ça devrait fonctionner. J'ai lancé tout à l'heure. Moi, ça fait pareil quand j'ai essayé pareil avec toi tout à l'heure quand j'appuie sur ton ventre. Non, ça fait un gargouille. Ça fait un autre. Ça fait un gargouille. Là, ça peut faire la même chose. Alors, je sais pas si. C'est ridicule. Voilà. Oui, donc Chris Sega en japonais. Alors, à savoir que c'est donc là, il y a le petit speech de Sega là, qui vous a. Excuse-moi, je la garde à l'écran pour montrer parce que on a les chaussures rouges. On va en parler dans un instant. On va expliquer pourquoi il a des chaussures rouges. Oui. Mais en quelques mots au départ, Sonic, est-ce que ça devait vraiment être un hérisson? Non, ça devait être un lapin. Ça devait être un lapin gris. Un lapin, au final, c'est rapide. Oui, c'est rapide, un lapin, on peut pas dire le contraire. C'est rapide, mais le problème, c'est qu'il avait les grandes oreilles, comme tous les lapins, et il stoppait à l'écran. Il va pas tenir le truc. Il stoppait à l'écran pour ramasser des objets pour jeter sur ses ennemis. Donc, en fait, le jeu ne faisait que stopper. Le lapin stoppait, il ramassait quelque chose, il le jetait sur ses ennemis. Et du coup, la vitesse de la machine, c'était pas tellement démonstratif, on va dire. Et ils se sont dit, et puis ça posait des problèmes de droit parce qu'en plus leur lapin il ressemblait étrangement à Bugs Bunny. Voilà. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qui traverse les routes tout le temps et se fait écraser par les voitures, c'est le hérisson. Oui. Le cahier des charges de base, c'était de se rapprocher plus du design américain. Donc tout ce qui est Looney Tunes. Voilà. D'accord. Donc ils ont essayé un peu de copier pour plaire à l'international. Un petit peu comme à Donkey Kong qui avait copié King Kong. C'est le Japon de l'époque. Hein. Et donc ils ont voulu faire ce lapin. Mais donc tu disais le jeu était trop saccadé, c'est-à-dire qu'on avance, on s'arrête, etc. Voilà. Alors que le Sonic dans sa version finale, c'est tout l'inverse. Oui. Ah oui, ça va. Parce que justement ils ont choisi un hérisson parce que le hérisson se met en boule pour se défendre, pour se protéger, sauf que Sonic, évidemment, il peut se mettre en boule, accélérer sur place et partir à fond les ballons et dégommer tout ce qui se trouve sur sa route. Et du coup, la vitesse quand même de Sonic, c'est quand même une vitesse supersonique, hein, puisque il va à la vitesse du son finalement. Et il correspondait exactement au cahier des charges de l'époque. Alors pourquoi il est bleu ? C'est tout bête, hein, c'est parce que le logo de Sega est bleu. Alors pour faire un peu de culture, c'est un peu le bleu de Klein pour ceux qui connaissent dans l'art, voilà. C'est un peu le bleu de Klein et c'est le bleu c'est le bleu du logo de Sega, qui est un très vieux logo parce que Sega est aussi une très très vieille entreprise américaine au départ, en plus, pas japonaise, et ils entretiennent en fait des bandits manchots. Hein, les jeux d'argent, là, on savait, c'était très mécanique à l'époque. Donc eux, ils avaient tout un atelier, voilà, ils entretenaient ces machines de bandits manchots. Et donc ils ont été rapidement en place avec les premières bornes électromécaniques et ensuite les bornes d'arcade, parce que la plupart des grands jeux d'arcade sont signés Sega. Bien sûr. Alors là, il y a des très très grands jeux comme Afterburner, comme Space Harrier, etc. Altered Beast. Voilà, Altered Beast qui était en plus, qui était une très bonne conversion. Et surtout, sur Mega Drive. Ouais, sur Mega Drive et sur Master System, c'était des super adaptations. Oui, ils avaient qu'à piocher dans leur. Sega était un concurrent énorme de Nintendo parce qu'ils avaient aussi qu'à piocher dans leur catalogue arcade pour adapter de très bons jeux sur machine. Et la Mega Drive, l'avantage, c'est qu'elle était pour son époque en 90 extrêmement puissante et elle n'a eu de concurrence que 2 ans après, parce que la Super Nintendo c'est 92. Et donc quand Sonic ils l'ont mis en place, ils ont voulu dominer Mario, petit personnage mignon, un jeu familial. Là, ils se sont mis, on va en mettre plein les yeux. On met un jeu qui va à fond la caisse. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Sonic à l'époque de la sortie de la Mega Drive, moi j'ai des souvenirs de soirées entières passées sur Sonic. C'était une claque, une énorme claque visuelle. Ça allait ultra vite par rapport à Mario qui était plus. Il était déjà très bien Mario, mais plus posé. Plus posé. Oui. Donc ça allait très vite. Il y avait tout un côté en plus environnemental parce qu'on sauvait le grand méchant, capturait les petits animaux. Donc on sauvait tous les animaux. Il les robotisait un peu, Voilà. Parce que c'était l'infâme Robotnik. Exactement. Eggman dans la version originale, parce qu'il a une forme d'œuf, donc ça s'appelait Eggman. Et pour nous, c'était le Docteur Robotnik. D'ailleurs, je vais peut-être t'appeler Eggman. S'il te plaît. Oui, il y a une certaine ressemblance. Faut les mêmes lunettes avec la même moustache. On montrait avant les chaussures rouges. Donc pourquoi tout à l'heure, on a expliqué que Mario, il avait une casquette et une moustache
pour des questions de contraintes techniques. Et là, les chaussures rouges, c'est aussi une contrainte technique finalement. Non, c'est pour faciliter l'œil sur c'est pour créer un repère. En fait, ça permet de créer un repère pour l'œil, à savoir que le meilleur exemple, c'est encore un jeu de moto. Tiens, on va prendre un jeu de Sega qui s'appelle Hang-On, qui est un jeu de moto. Si l'arrière du pneu, le pneu arrière de la moto est entièrement noir, au moment où la moto va démarrer, on ne verra qu'un pneu noir et un décor défilé. Si par contre on trace une bande blanche pile au milieu du pneu en travers, et que cette bande blanche se met à clignoter de plus en plus vite, on a une impression de vitesse. On se dit, ah oui, la moto va de plus en plus vite, puisqu'on voit ce pneu qui passe et repasse et repasse. Et le repère rouge des baskets de Sonic, on a parlé beaucoup de Nike aussi à l'époque, avec un partenariat éventuellement, etc. Mais bon, ça permet ce repère à l'œil, parce que ça tourne très très vite. Voilà, et l'œil se rend compte que cette petite tache rouge devient de plus en plus lisible, de plus en plus et on a cette impression de vitesse. Il faut un repère, au cerveau capté par l'œil pour comprendre que ça se déplace. C'est tout bête. Et donc Sonic a connu plusieurs suites. Il y a eu d'autres mascottes chez Sega. Il y a eu Tails, qui est le renard. Il y a eu Knuckles, qui est je sais plus quelle bête. Si, il est rouge et puis il a des points. Oui, mais peut creuser. C'est un... Non, c'est quoi comment il s'appelle? C'est un porc épic, non, il me semble. Ouais, c'est à cause des de cheveux. genre, Et donc il y a eu plusieurs autres personnages chez Sega. Mais est-ce qu'au final, il a réussi à trouver l'équivalence chez Sega de ce que Mario était pour Nintendo? En fait, tout le monde a gardé son identité propre. Enfin, a gardé l'identité de Sonic. C'est-à-dire que Sega, c'est rapide, tout ça, machin. Les personnages qui sont dans l'univers de Sega, ça doit être rapide ou très vif. Et au final, bon, on a des adaptations. Bon, c'est pas. Mais ils ont pas. Malheureusement, ils ont fait des fois des suites pour faire une suite en utilisant le nom de Sonic, et ils n'ont pas fait une suite à Sonic pour faire un bon jeu spécialement. À la base, c'était pas allez, on fait un nouveau Sonic pour en faire un jeu énorme et pour en faire un bon jeu. Ce qui était l'école Nintendo. Ah, c'est toujours l'école Nintendo. C'est toujours l'école Nintendo. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord travailler un très bon jeu. C'est ça. Alors que là, les Sonic. Les 1, 2, 3 sur Mega Drive sont excellents. Sonic et le Chevalier. Mais après, ça a été un petit peu, trop exploité. C'était pour le business. C'était la mascotte, voilà. C'était. Et ça s'est essoufflé en fait, au final. Ce qui a redonné du souffle, finalement, c'est de remettre Sonic aux côtés de Mario pour faire les JO, quoi. Bah oui, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui. Mais alors. Et alors non, il y a juste un truc, c'est qu'à un moment donné, Mario et Sonic, ils sont alignés sur un 100 mètres. Alors vous avez un petit gros moustachu qui grimpe, voilà, et puis vous avez juste quelque chose qui se déplace à la vitesse du son. Voilà, et puis des fois, Mario peut gagner. Ça choque personne. Non, ça choque personne. Mais comment ils se sont retrouvés ensemble? Parce que au final, Nintendo a phagocyté les mascottes de Sega. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de bol pour Sega aussi. Mais non, puis finalement c'était bien. Finalement, moi j'ai bien aimé le fait qu'on retrouve Sonic comme ça aux côtés de Mario. Ça fait du bien, quoi. On a retrouvé d'ailleurs Mario encore aux côtés de personnages célèbres dernièrement. Alors ça, on s'en doutait pas, par contre. Ça, on s'en non, mais doutait un on peu. En fait, se serait dit ça au début du lancement. On en parlera après. Dans la dernière partie. Oui, absolument. Mais pour finir sur Sega, donc début des années 90 avec la Mega Drive, il y a eu l'arrivée de Sonic. Oui. Et en fait, Sonic, finalement, il a un peu disparu avec la fin de Sega, puisque Sega, après la Dreamcast, n'a plus fait de console. Non, et puis avant la Dreamcast, un exemple typique, c'est-à-dire qu'il y a eu la Sega Saturn, qui est une excellente console, qui est sortie en 94, mon année de naissance. Oui, pas la mienne. Et c'est la seule console où il n'y a pas eu de Sonic dédié à cette console-là. On a eu Sonic Air, qui est une sorte de jeu de course avec des musiques génialissimes. Lancez Google, YouTube. Les musiques de Sonic Air sont énormes. Sonic Air sont excellentes, mais sinon le jeu, voilà, faut vraiment se faire du mal, quoi. Mais au final, ils ont pas eu de. C'est comme si Nintendo sortait un jeu sans Mario, quoi. C'est pas possible. Enfin, ils sortaient une console sans Mario. Oui. Oui. Tu as dit un jeu. Ah, pardon. Non, ils sortaient une console sans le jeu Mario. Impossible. Voilà, c'est juste pas possible. Et après, sur la Dreamcast, ils en ont lancé quelques-uns en 3D. Mais c'était pas mal. Mais là, c'était plus la guerre Nintendo-Sega. Non. C'est que là, on avait Sony avec la PlayStation qui est venu écraser tout le monde. Il y avait avant PlayStation et après PlayStation dans l'histoire du jeu vidéo. Et avec l'ère PlayStation, on en parlera juste après la dernière pub musicale,
j'ai la sensation qu'il n'y a plus de mascotte. Après, trop. PlayStation est arrivé. Il y a eu des essais. Il y a eu des essais, mais il y a trop plus... grandi. Toute la période des années 90 où il y a cette grande guerre entre Nintendo et Sega, et avec ces deux mascottes emblématiques, elle s'est essoufflée. On est passé à autre chose dans les années 2000. Mais et ça, on va en parler juste après la dernière pub. La dernière pub. Il y en Je a dis pas. une bêtise, il n'y en a pas ici. La dernière coupure musicale, pardon pour le lapsus. Et une dernière fois, ton joli accent anglais pour annoncer le dernier Oui, titre. absolument, j'y tiens, mon accent anglais à la Louis de Funès. Toujours les Daft avec Instant Crush. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio de l'hôpital. Nous sommes avec nos amis du Nemco Show et on parle des mascottes des jeux vidéo. Donc on a évoqué la première mascotte, Pac-Man, on a évoqué Mario chez Nintendo, on a évoqué Sega avec une tentative avec Alex Kidd et après avec Sonic. Et puis là, pour finir l'émission, on va parler un petit peu de l'après, c'est-à-dire, enfin l'après des années 2000, puisque les années 90, on disait, il y avait vraiment, ils étaient à leur apogée, et puis il y a la PlayStation qui est arrivée, il y a Sega qui faisait plus de consoles. Puis t'as surtout une nouvelle mascotte qui vient d'arriver dans le monde du jeu vidéo, qui est française, et c'est Rayman. Rayman, créé par Michel Ancel pour la PlayStation 1, l'Atari Jaguar, donc c'est la dernière console d'Atari, qui est arrivée, voilà. Rayman qui a une particularité, hein, Rayman qui n'a ni bras ni jambes. Voilà, il a juste le gant de la main qui est Sonic parce que je te vois pas bien. Voilà, qui est pas lié. Et ça, je suppose, c'était encore une fois pour un aspect visuel, technique. Encore une contrainte technique, tout simplement. Si on rajoute un bras à animer, une jambe et un cou, ça ralentit la machine parce que le personnage est très grand à l'écran. Les fonds en fait sont très fouillés, très colorés, très animés, et ça ralentit la machine. Et comme Michel Ancel, c'est un perfectionniste comme Miyamoto. Qui a quand même commencé à l'âge de 16 ans sans aucun diplôme en poche chez Ubisoft, il voulait absolument un jeu très fluide, donc il a supprimé les bras, et maintenant les consoles de maintenant pourraient très bien limer tout ça, mais peu importe, l'identité de la mascotte, l'image de la mascotte est là sur l'image d'origine. Voilà. Et donc il y a eu donc Jaguar d'abord, Rayman, et puis après il est arrivé sur PlayStation. Il y a eu d'autres tentatives aussi de mascottes chez PlayStation. Il y a Crash eu Bandicoot. Oui, Crash Bandicoot fait par les studios Naughty Dog, hein, ceux qui ont signé les Uncharted et The Last of Us quand même. Donc voilà, bon il a bien marché, hein, c'est pas un souci. Hein, il est revenu là dernièrement sur PS4, voilà, avec une réédition. Voilà, c'est un bon jeu, mais finalement c'est le problème de l'ère PlayStation, c'est-à-dire que les joueurs ont grandi. Exactement. Et les joueurs ont changé leur optique de jeu, c'est-à-dire qu'au début on voulait des choses colorées, des choses qui allaient vite et autres, et là on voulait quelque chose qui soit un peu plus scénarisé, comme un film, comme une série, et au final voilà, on a quitté l'aspect gamin pour avoir une héroïne comme Lara Croft qui est arrivée sur le jeu Tomb Raider. Et c'est l'ère des personnages où là on pouvait vraiment modéliser un vrai personnage, une vraie personne avec une personnalité propre à elle, voilà, qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Et au final elle a fait la couverture de beaucoup de magazines, quasiment tous. C'est le seul personnage de jeu vidéo déjà, et l'un des seuls personnages fictifs à avoir fait autant de magazines comme pourrait le faire une star. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, là où je résume ce que tu disais, c'est-à-dire là où on avait un public assez enfantin, où on mettait des personnages un peu issus de dessins animés, c'est-à-dire Mario d'un côté, Sonic de l'autre, on arrive à une époque où PlayStation d'ailleurs a vraiment un positionnement ado-adulte, véritablement. Et donc on n'est plus dans cette ère de mascotte, on est dans une ère où il faut des héros, des héros de saga. Voilà. Donc Lara Croft avec Tomb Raider. Et pas Africa. Il l'a fait. On est obligé, on est à la radio. En principe, je le sors plus. Saga Africa, je suis obligé de l'emmener. Et pardon. Alors, on a eu Lara Croft, il y a eu Spyro, le dragon. Oui. Tu dis que c'est un as. Oui, Spyro. Oui, c'est un as. C'est bon, on a enfin des missions. On va faire les grosses têtes bis bientôt. Oui, c'est ça.
Il y a eu qui d'autre comme mascotte emblématique? Il y a eu Oddworm. Enfin, comme héros emblématique. Ah bah, il y a eu Solid Snake, il y avait Solid Snake de Metal Gear. Ouais. Nathan Drake de Uncharted, qui est la version homme un peu de Lara Croft. C'est ça. Ils ont changé sa coupe de cheveux, puis hop, tac. Hop. Donc en fait, on est sur des personnages de saga. C'est ça, ouais. Qui traversent les générations de consoles, puisqu'on va les retrouver encore dans les consoles actuelles. Bah, on a le héros de Halo aussi, qui a enchaîné chez Microsoft. Voilà. On a Gears of War, qui s'appelle Marcus, le héros. Oui. Marcus Phoenix. Il est partout, lui. Voilà. Et donc, on va finalement arrêter un peu avec cette mode des mascottes, arrêter plus ou moins. Sauf Nintendo, quoi. Parce que c'est ce que j'allais dire. Voilà. Au final, Sega aujourd'hui n'a plus de console, développe encore quelques jeux mais n'a plus de console. Absolument. On a Microsoft qui a des héros de saga, on a PlayStation pareil avec des héros de saga. Mais en revanche, Nintendo, aujourd'hui, il y a la Switch qui est sortie il n'y a pas longtemps, et ben Mario est toujours là. Ah oui, Mario est toujours là. Ils ont même repris le Bomberman aussi sur Switch, le personnage issu du Sunsoft racheté par Konami. On a une petite figurine pas facile à choper maintenant. C'est japonais, ça. Hop, en fait... Voilà. Bomberman qui est... Bomberman où on propose des sessions jouables à 10 sur Sega Saturn. On y joue à 10, nous. Oui, non, mais tu m'as contaminé. Donc, ah oui, je sais, ça, on sait. Très bon jeu. Toi, j'ai acheté tout le matériel. Très bon jeu, très tactique. Voilà. Très bon jeu. Et donc, au final, en conclusion de cette émission, Nintendo, avec Mario et avec tous ses personnages, au final... suit un peu le modèle Disney avec tous les personnages qu'ils ont développés. Exactement. Je pense que c'est d'abord le Disney, c'est une entreprise familiale au départ aussi, donc et je pense qu'ils étaient dans la même optique, c'est-à-dire ils ont un héros, ils le soignent, ils font attention à ce qu'ils font avec, à l'image de marque aussi du héros, un peu comme Tintin aussi, on sait que l'image est très très surveillée de Tintin, et c'est pas un mal finalement, parce qu'il n'y a pas de mauvais jeu Mario. C'est l'avantage. Nous, ce qu'on demande, c'est des bons jeux avant tout, quoi. Et si en plus il y a Mario dedans, bah formidable. Parce que ça plaît à tous les âges. Pour le coup, Mario, c'est vraiment transgénérationnel, quoi. On peut y jouer gamin, adulte, pas de problème. Ce que tu me disais tout à l'heure avant l'émission, c'est que Mario, en termes de notoriété, il a atteint le même niveau de notoriété que Mickey, finalement. Il y a 4-5 ans, oui, ça a été dit par les Américains, il y a 4-5 ans, Mario a un niveau de notoriété qui fait que même si on joue jamais aux jeux vidéo, même si on n'a jamais joué à un Mario, on sait que Mario, c'est un héros de jeux vidéo et on sait à peu près à quoi il ressemble. On sait que c'est un petit plombier en salopette, il y a des champignons, il court, il saute. Voilà. Et c'est ça qui fait que Mario est arrivé à un niveau de notoriété à la Mickey chez Disney. Voilà. Mickey, on sait tous que c'est une souris. Voilà. Même si on n'a jamais vu de dessin animé avec Mickey, on sait que c'est une souris. Voilà. On l'a appris de X façon. Voilà. Et c'est ça la force de Mario et de Nintendo. Je pense que Mario est là encore pour quelques décennies encore à venir. Et tant mieux. C'est le patron. Merci beaucoup. Alors, on a tellement de choses à dire. Donc, chers auditeurs, moi, ce que je vous invite, c'est à aller sur le Facebook et sur le site internet du Nemco Show, à aller voir toutes leurs manifestations, à aller voir leurs conférences, parce que vous allez bientôt ressortir en pleine forme de cet hôpital. Donc, quand vous allez ressortir de l'hôpital, eh bien, vous allez aller les voir, Nemco Show. Vous allez les jouer avec eux, vous allez échanger avec eux. Et surtout, au niveau de la conférence sur les mascottes, vous la faites régulièrement. Allez très intéressante, donc je vous invite vraiment à aller les voir. On vous souhaite un très 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 bon rétablissement à toutes et à tous. On remercie Hervé et Guillaume pour leur venue. Vous êtes voilà, on se connaît depuis des années, mais c'est toujours passionnant. Donc on vous souhaite un excellent rétablissement. On vous embrasse, portez-vous bien et très très bon retour chez vous.